Moi, je m'occupe de Digital Station et ici, en collaboration avec Bcode et de Maul, on a décidé de faire une conférence sur le No-Code vs Low-Code vs Code. Des outils bien complémentaires mais utilisés à différents moments du projet. Et donc, on a des intervenants fabuleux. Xavier de Maul, CTO de Maul. On a l'équipe Bcode qui vient en force pour nous expliquer ce qu'ils font là-bas et pour nous parler du code. Tout est bien entendu complémentaire. Qui n'est pas codeur ici? Levez la main. Ah écoutez, ça va, donc on est dans le sujet, c'est très bien, c'est fabuleux. Merci d'être venu. Voilà, moi je ne vais pas m'éterniser. Je vous donne la main. Bienvenue. C'est moi qui commence, je pense. Bonjour à tous. Ah non, c'est pas moi qui commence. C'est juste, on avait changé. C'est Pierre. Ah bah, ouais. Voilà, bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Pierre, donc je suis coach à Bcode ainsi que développeur. Alors j'ai amené avec moi donc mon collègue Corentin qui est aussi coach et développeur chez Bcode. Et nous avons la chance d'avoir donc deux apprenants, Ali et Elise, qui vont donc partager avec nous ce soir. Alors, je passe comme ça. Bcode, qu'est-ce que c'est? C'est une école de codage, donc on se situe juste en face, dans la 6K. C'est une école qui existe depuis 2017, et on propose donc différents types de cours, de cursus. Principalement, au départ, on était axé sur du web dev, et aujourd'hui, on propose donc des formations comme, par exemple, DevSecOps, IA, cybersécurité. Et donc le but c'est au bout de 10 mois de formation de débaucher sur un emploi. Voilà, donc c'est notre rôle nous en tant que coach. Voilà, et du coup, voilà, nous avons donc 5 campus répartis donc en Belgique, Charleroi, Bruxelles, Liège, Anvers et Gand. Voilà. Moi c'est Xavier. Comme l'a dit Bernard, donc je suis CTO de chez De Maul. Je vous explique juste après ce que c'est De Maul et ce qu'on fait. Rapidement, moi je suis ingénieur civil. J'ai fait l'électromécanique, mais j'ai fait ma carrière dans le développement logiciel. Donc j'ai fait du code, je sais ce que c'est. J'en ai fait moi-même. J'ai commencé comme développeur, un peu comme tout le monde, pour passer assez rapidement analyste. Maintenant, je ne vais pas vous le cacher, je fais plus beaucoup de code, ou très peu. Plutôt du no-code ou de la gestion de projet et gestion d'équipe. Et puis bon, je suis un entrepreneur. J'ai monté moi-même plusieurs entreprises, un CRM pour PME, un réseau social un peu spécial. J'avais une boîte qui montait des e-commerce, WordPress, etc., Magento, tout ce que vous voulez. Et puis maintenant, j'ai fondé De Maul, qui est un startup studio. Alors, De Maul, qu'est-ce que c'est? C'est un startup studio, on est situé près de Louvain-la-Neuve. Et on veut aider les startups à naître et à croître. Typiquement, on a deux types de startups qu'on accompagne. Les startups en gestation, comme on les appelle. Souvent, c'est des porteurs de projets qui sont un peu tout seuls. Et on les aide à répondre à la question, est-ce que mon idée est une bonne idée? D'un autre côté, on a des startups qui sont plus en croissance. Et typiquement, c'est les startups, ça commence à aller bien, et très bien, tellement bien que il y a trop de clients pour la petite équipe qui est en place et on vient les aider à tenir la tête hors de l'eau et aller jusqu'à la levée de fonds prochaine qui permet d'agrandir les équipes en place. Qu'est-ce qu'on veut faire? Avant tout, je pense que nous, notre mission, c'est de vaincre la solitude de l'entrepreneur. Clairement, les gens qui viennent chez nous, il y a un besoin qu'on les accompagne. Rien que d'avoir un ping-pong mental, d'avoir quelqu'un avec qui partager ses réflexions, etc. C'est déjà quelque chose qui a beaucoup de valeur, je pense, à offrir. Côté business, donc, on va plutôt effectivement essayer de construire avec lui l'approche qu'on va avoir pour valider la solution qu'il a. Faire des tests, comment est-ce qu'on va faire un test de marché, quelle espèce de petite expérience on va mettre en place pour tester le marché, voir là où ça répond. On va aider à refaire un pitch qui tient un peu debout. Business plan, business model Canva, etc., etc. Donc ça c'est plutôt ce qu'on fait côté business. Côté technique, ça vient plutôt chez moi, donc moi je suis le CTO de la boîte. On fait des études de faisabilité, mais on fait aussi beaucoup de prototypage, donc avoir une première version de l'application.
pour pouvoir les mettre en main, soit des premiers clients ou futurs clients, prospects, ou alors de gens qui vont être les investisseurs de la boîte. On fait ça en code et on fait ça en no-code aussi. On travaille avec plein de gens, on a des développeurs in-house et on travaille très souvent avec des stagiaires, etc. J'ai eu une flopée de stagiaires qui venaient de chez Bicode d'ailleurs, hein, que je vous recommande, c'est super pour les accueillir, pour venir faire un stage chez vous, ils sont très bien formés, très débrouillards. Et ça permet de leur donner un premier pas dans le monde du boulot. Alors, le sujet du jour, le no-code. Qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, où et pour qui? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Si j'ai bien compris, on a une majorité de codeurs ici aujourd'hui. Est-ce que dans les codeurs, il y en a certains qui savent ce que c'est le no-code ou qui ont déjà fait du no-code plutôt? Personne? Ah, quand même. Toi, t'es pas codeur? T'es codeur? T'es pas codeur, à la base. Et toi, oui, quand même, les deux. Ok. Donc voilà, donc on va voir ce que c'est. Je suppose que vous allez me dire à la fin que vous avez déjà fait du no-code, parce que je vais vous montrer déjà rien qu'avec le premier exemple que le no-code, en fait, c'est déjà une longue histoire. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est le no-code? C'est un ensemble de techniques et d'outils qui vont permettre de développer une application. Typiquement, on va essayer de ne pas écrire une ligne de code. Hein. Donc en règle générale, ça va être un outil qui va avoir une interface de programmation ou de non-programmation qui est très visuelle. Donc cette interface va permettre de construire les écrans de l'application, la gestion des données et la logique métier, donc ce qui fait le lien entre les données et les écrans. Souvent, c'est des applications qui sont proposées en ligne. Hein, on se connecte directement avec une URL et on crée son compte dessus pour pouvoir accéder à la solution. C'est ce qu'on appelle des SaaS, hein, Software as a Service. Oui, j'ai du jargon qui est très de base. Hein, ça va peut-être... Pour vous qui êtes des initiés, ça va peut-être paraître très, très enfantin, mais voilà, c'est destiné à un plus grand public. Voilà, les applications sont gratuites ou payantes, avec ou sans abonnement, ça dépend un peu de ce qu'on choisit. Alors donc, on va commencer par une histoire pas si récente. On passera avec l'aide de Bicode justement sur les différentes composantes de l'application. Ils vont d'ailleurs nous expliquer c'est à quoi un peu le process de création d'une application quand on passe via l'approche code. J'essaierai de faire un peu la même chose côté no code. Donc on va parler des API, de comment est-ce qu'on a évolué pour venir jusqu'à maintenant à avoir des applications qui permettent de faire quelques exemples. On va évidemment terminer avec la question qui nous occupe, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait du no-code, pourquoi est-ce qu'on fait du code, dans quel cas est-ce que c'est utile de faire l'un ou approprié de faire l'autre. Après, on passera aux questions et au débat pour voir ça ensemble. Donc le no-code, en fait, vous me dites que vous n'avez pas fait de no-code, mais le champion du monde de no-code, tout le monde le connaît, c'est Excel. Hein. Donc typiquement, dans Excel, on a déjà une interface de visualisation de données. Même si en fait, au final, Excel est quand même déjà une application plutôt low-code, hein, qui va permettre de mettre des formules dedans, mais on a toute une série de choses qui sont déjà faites là-dedans. Pour ceux qui ont fait du Excel à un niveau assez avancé, vous devez savoir que dans Excel, il y a moyen de derrière construire des véritables applications complètes où on va mettre des boutons sur les écrans et on va aller mettre derrière les bouts de code qui font ce que fait l'application une fois que je clique dessus, déplacer des données d'une cellule à une autre, faire du traitement mathématique, etc. Ça passait trop vite, je pense. Voilà, donc ici on a par exemple, bon, en règle générale c'est assez laid, je vous l'accorde. C'est fort utilisé dans les entreprises en fait où typiquement, il y a un besoin dans un service et puis c'est trop coûteux d'aller demander au chef de service d'avoir le budget pour acheter le bon logiciel qui va bien. On va le faire plutôt soi-même en Excel et développer quelque chose comme ça. Donc ici, c'est quelqu'un qui a carrément développé leur CRM sous Excel. On a l'interface ici derrière et on a les lignes de code, du low-code qui sont dedans. Il y a des tas de trucs qui existent de ce style-là. WinDev, vous avez peut-être déjà entendu parler. Typiquement, c'est ça. Hein, on va drag and drop des boutons, etc. Et on va écrire le code qui va bien avec juste derrière. Delphi, c'est un produit Microsoft qui sévit encore dans pas mal de boîtes.
Il y a des boîtes entières qui font du développement uniquement WinDev ou Delphi. Et ça encore, quand je... ok. Quelques composants de l'application, donc ça c'est un peu plus de cadre sur comment ça se passe dans une application, et ça c'est donc Bicode qui va un peu parler de ça. Ouais, donc avec Xavier on s'était dit que ça serait intéressant pour vous de comparer les deux processus, comment on développe une application d'une part en full code et d'une part en no code, comme ça on a une bonne vision. Avant ça, je voulais revenir sur les bases, donc les composantes d'une application. Vous êtes tous majoritairement des codeurs, donc ça sera un bon rappel. Donc on a la partie client, donc l'ordinateur qui sert à visiter un site web, votre smartphone, la télé. Ensuite, cette partie client va communiquer avec un serveur, donc c'est un deuxième ordinateur qui va renvoyer les sites web au client. Donc vous demandez à votre smartphone, je veux afficher tel site web. Ça va vers le serveur, ça vous renvoie ensuite le site web. Et puis après, on a les bases de données qui rentrent en jeu. Et là, c'est le logiciel dédié au stockage de toutes les données nécessaires pour le bon fonctionnement du site. Tout simplement, enfin, bête exemple, c'est la liste des users qui vont être logués sur le site web. Donc, du coup, on a ce qu'on est, partie client, ce sera le front-end. Et alors, serveur, base de données, ce sera tout ce qu'on appellera back-end. Chacune de ces parties, donc front-end et back-end, chacune de ces trois composantes a ses propres langages pour communiquer. Donc front-end, client, ça sera HTML, CSS, JavaScript, serveur, PHP, Python, C#, etc. Et puis après, pour les bases de données, on aura le langage SQL. Tout ça va permettre entre les différents ordinateurs, les différentes composantes de communiquer. Alors, du coup, comment ça se passe pour développer un site web, une app en full code? Alors, moi, je vais vous citer étape par étape. Ce n'est pas un processus qu'on retrouve partout. Enfin, il n'y a pas un modèle type. C'est vraiment, ça dépend forcément de l'entreprise, des ressources de l'entreprise, de sa taille, etc. Mais on a quand même pu identifier qu'il y a quand même pas mal d'intervenants qui interviennent dans la création d'un produit en full code. Le principal, c'est le client, forcément. Ensuite, on a toute l'équipe de développeurs. En fonction des deux composants, je vous avais dit front-end et back-end, on aura plus des back-end développeurs, des front-end développeurs. Il y a aussi les full-stack développeurs qui, eux, maîtrisent les deux côtés. Eux, ils seront représentés, l'idée par un lead développeur, qui sera, on va dire, le porte-parole principal de l'équipe. Le client ne va pas directement communiquer avec les développeurs, il passera par un project manager qui sera le porte-parole du client via les développeurs et inversement des développeurs au client. Alors on a aussi le web designer qui intervient pour tout ce qui est design, qui nouveau lui rapportera au project manager qui fera remonter au client, etc. Et le web designer forcément communique avec tous ceux les développeurs qui s'occupent de l'interface. On a aussi toute une série d'autres intervenants comme les UX, UI designers, on a le project owner. Bref, il peut y avoir une multitude d'intervenants autour de la création d'un seul produit. Alors première étape, ça je pense que c'est que ce soit en code ou en no code, on aura l'analyse des besoins du client. Quel produit il veut, pour qui, quels sont les objectifs de son produit, quelle fonctionnalité il veut, quel contenu, quelle structure, etc. Le but c'est de bien cerner les besoins du client pour lui proposer le produit le plus adéquat qui répond le mieux possible à ses besoins. Ces besoins, on va les analyser et on va se demander comment répondre de manière optimale à ces besoins. On va lister les différentes fonctionnalités qu'il faudra que le produit devra avoir. On va définir l'arborescence. C'est par exemple un site web, on va définir les différentes pages, comment ces pages vont s'enchaîner les unes des autres, quels liens elles auront. On va choisir les technos à utiliser. Et puis on va tout simplement répartir les tâches entre les différents membres de l'équipe. Alors, sur base des fonctionnalités, des besoins qu'on a définis,
on peut déjà créer un premier wireframe. Donc wireframe, c'est quoi? C'est une maquette en niveau de grille sans aucun design. Donc le but, c'est pas de représenter l'app finale. C'est simplement de représenter les différentes fonctionnalités, les différents blocs qui vont constituer, par exemple, ici je vous ai mis un exemple de page web, les différents blocs qui vont constituer la page web. Donc c'est purement fonctionnel. C'est pour voir un petit peu comment toute la page ou toute l'application ou le site web va fonctionner, va s'architecturer. Alors c'est ici qu'on pourra avoir la possible intervention d'un UX designer. L'UX designer, son but c'est quoi? Lui, il va s'intéresser au user, donc user experience. Il va s'intéresser à l'utilisateur. Son but c'est de faire une page ou une application qui soit la plus simple, qui réponde le plus aux besoins de l'utilisateur et qui soit le plus simple à utiliser. Votre utilisateur, vous n'êtes pas derrière pour lui dire comment naviguer sur votre page. Il faut qu'il le comprenne tout seul. Donc c'est là qu'intervient l'UX designer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les entreprises forcément n'ont pas les ressources pour avoir un UX designer propre. C'est aussi un peu des notions à avoir en tant que codeur et en tant que web designer. Alors, ce qui est important ici, c'est que le wireframe, on va faire une première ébauche. On va la soumettre au client. Le client va faire un feedback avec tout ça avec le project manager. Le project manager va remettre ça, disons, à l'UX designer. On va remodifier, etc. Le but, c'est d'avoir un wireframe qui répond, qui évite par la suite, quand les codeurs auront commencé leur job, qu'on doive réeffacer une partie du code pour recommencer, pour faire autre chose. Donc cet aller-retour entre le client et l'équipe et le project manager est très important pour éviter de se tromper, tout simplement, de devoir recommencer son travail. Je pense que j'ai tout dit. Donc, sur base de ce wireframe, on va pouvoir un peu maintenant réfléchir au design. C'est l'équipe design, web designer, qui va s'occuper de définir une charte graphique, de réaliser la maquette sur laquelle les développeurs vont pouvoir se baser. Et ici, alors, on parlera plutôt de web designer ou UI designer, ça c'est pour user interface. Une fois qu'on a bien défini le wireframe, une fois qu'on a une idée claire de ce que le design, à quoi va ressembler l'application ou le site web, là on peut passer directement au développement full code. Alors généralement, c'est divisé entre le front-end et le back-end. Front-end, ils vont s'occuper de toute l'interface, donc la partie visible du site web. Ils vont se soucier du fait que cette interface soit responsive, donc qu'elle soit, quelle que soit la taille de l'outil que vous utilisez pour visualiser l'application, le site web, il faut que ça soit adapté à la taille de cet écran. C'est eux aussi qui vont gérer toute la mise en page des données qui seront envoyées via les serveurs, etc., donc via les back-ends. Les back-ends, eux, du coup, vont s'occuper du serveur, un serveur qui va héberger le site web. Alors, back-end, on peut aussi avoir un administrateur système ou un DevOps, si je prononce bien, qui s'occupera du serveur. Les back-ends vont s'occuper de tout ce qui est base de données, les différents liens entre les bases de données. Ils vont s'occuper aussi de la logique qui va permettre aux pages, aux bases de données et aux serveurs d'interagir entre eux. Donc, ils vont s'occuper du fait que votre site web fonctionne et soit dynamique, tout simplement, que ça ne soit pas simplement une belle page statique avec juste des couleurs. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration entre les deux pour avoir un produit fini, un produit bien dynamique. Alors, en parallèle de cette étape 5, j'ai mis en étape 6, mais c'est quelque chose qui se passe au fur et à mesure qu'on développe l'app. Mais forcément, il faut tester. Il y a des tests fonctionnels. Est-ce que mon bouton fonctionne bien? Est-ce que mon formulaire s'envoie bien? Il faut tester sur les différentes plateformes, les différents navigateurs. Est-ce que mon site web, mon application ne bug pas, etc. Et c'est aussi un test, c'est le but, c'est de tester sur toutes les coutures, le produit, éviter un plantage total.
Alors une fois qu'on est prêt, on peut passer à la mise en production, c'est le lancement de l'application. Alors c'est pas parce qu'on lance l'application comme ça que le job des développeurs est fini. Alors première chose, il faut bien voir que l'application, les développeurs ont travaillé dessus en local. Il faut voir que aussi on passe du coup sur le mode en ligne, sur le mode en ligne tout simplement, mais que tout ne plante pas. Et puis il y a un certain suivi aussi à mettre en place, puisque votre produit fonctionne peut-être aujourd'hui, mais dans quelques jours il peut y avoir un problème. Donc c'est là qu'on va mettre notamment en place des gestionnaires d'erreurs qui vont tout simplement régulièrement, si un user rencontre un problème, ça vous renvoie un rapport et alors ça permet une maintenance du site sur le long terme. Donc moi je vous ai montré en gros les quelques étapes qui mènent à un produit web fini. Et je vous le répète, c'est pas un modèle, c'est pas une manière unique. Tout le monde a sa manière de le faire, mais c'est les grandes lignes, c'est certaines similitudes qu'on a pu relever entre tous les processus. Alors, comme vous le voyez, le processus de développement, ça peut être assez lourd, assez conséquent, il y a beaucoup d'allers-retours à faire et beaucoup de gens à coordonner, etc. Donc, dans l'histoire un peu des développements des logiciels, on a essayé de standardiser un certain nombre de choses qui étaient faites régulièrement et de permettre de réutiliser ces choses-là. Il y a eu, vous le savez, il y a déjà quelques années maintenant, l'avènement des API, comme on les appelle, donc les Application Programming Interface, interface de programmation, d'application programmable plutôt. Et qu'est-ce que c'est qu'une API ou API en français? Donc c'est un moyen pour faire communiquer deux logiciels entre eux. Globalement, les développeurs du logiciel 1 vont coder un petit bout de code en plus qui permet à un logiciel 2 de se connecter, de s'authentifier sur le logiciel et d'aller récupérer des données ou aller en poster. C'est ce qui vous permet par exemple de pouvoir vous connecter sur un Google Drive à partir d'une autre application et de poster des documents dessus. Voilà, donc on permet grâce à ça de se connecter et de s'échanger des données. Un premier, de là a émergé des idées de se dire, tiens, en fait, on va commencer à créer des outils qui vont permettre graphiquement et de manière assez intelligente de faire communiquer ces choses entre elles. Donc IFTTT, qui est l'acronyme de If This Then That, ça date de 2010 et c'est l'ancêtre du Zapier que beaucoup connaissent, je pense, et de Integromat maintenant. Faisait en fait ça, c'était une interface, on se connectait, on créait un compte et on venait dire là-dedans, si j'ai liké une nouvelle vidéo sur mon compte YouTube, eh bien, je vais aller poster l'équivalent sur ma playlist Spotify ici. Et donc on allait choisir dans le catalogue d'applications qui étaient disponibles et grosso modo, qu'est-ce que ça faisait? Ça créait une communication sur l'API de YouTube, ça mettait un petit watch qui regardait quand il y avait une nouvelle application une nouvelle vidéo qui était likée et ça postait la vidéo, ou l'équivalent de la vidéo sur la playlist Spotify. Donc vraiment IFTTT c'est devenu un logiciel qui se met au milieu d'autres logiciels. Donc ça a été, je ne sais pas pourquoi est-ce que IFTTT n'a pas plus prospéré, à un moment donné c'est Zapier qui a repris le dessus. Nous pour le moment on aime beaucoup utiliser Integromat qui permet de faire ce genre de choses. Donc Integromat, je mets un nouveau champ dans ma table Airtable, je vais le pousser vers Harvest qui est un système de logging de timesheet. Pour les différents qu'ils ont dedans, je reposte la réponse sur Airtable et puis je fais encore plein d'autres choses derrière. Donc ça permet de construire réellement des interactions entre plusieurs logiciels et d'envoyer à gauche. S'il se passe ceci à gauche, je l'envoie à droite, je fais des boucles, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment pour parvenir à faire communiquer déjà les API entre elles. Deuxième chose, le renouveau des sites web. Dans les années jusqu'en 2010, non, quoique ici WordPress c'est 2003, oui WordPress c'est 2003, mais WordPress a commencé comme un générateur de blog au départ, c'était vraiment pour pouvoir
poster du texte, etc. Mais est rapidement venu s'ajouter de nombreuses fonctionnalités dedans qui permettent vraiment de créer un site web de manière assez facile, avec une interface graphique où je viens sélectionner le thème que je veux appliquer, la manière dont le texte et les images vont être mises, et puis je vais pouvoir créer des pages en cliquant dessus et en mettant juste le texte. Ça va venir se mettre au bon endroit dans ce qui lui est réservé. WordPress, clairement, c'est le champion du monde. Ça dépend évidemment à chaque fois des sites où on va. Ici, ma statistique était ils ont une part de marché de 63%. Donc, ils font fonctionner des millions et des millions de sites web à travers le monde. Voilà. Personnellement, je trouve qu'ils vieillissent un peu mal et qu'on a des choses qui sont un peu mieux maintenant, plus user-friendly. Mais en tout cas, eux donc, ont permis de rajouter cette couche dessus. Par après, sont venus se greffer là des gens qui se sont dit, bah, tiens, en fait, on utilise WordPress pour faire des choses qui sont statiques, mais en fait, les gens veulent maintenant commencer à acheter en ligne, etc. Et donc, on va parvenir à transformer les sites en des sites de e-commerce. Et donc, c'est le cas, par exemple, avec PrestaShop et Shopify. Même si en fait il y a l'excellent plugin WooCommerce qui se met dans WordPress et qui transforme votre site WordPress directement en site d'e-commerce. Il n'y a plus qu'à uploader les photos des produits qu'on veut vendre, etc. Et ça apparaît juste bien au bon endroit. Donc voilà. Ça veut dire aussi, du coup, même si c'était déjà le cas dans WordPress, mais qu'on a besoin d'avoir une base de données dans laquelle qui est configurable par l'utilisateur, etc. et qui doit pouvoir venir mettre ses produits dedans avec les bons tags qui vont avec, la bonne description, etc., etc. Donc on a vraiment de plus en plus une interface qui fait vivre un site web et toutes les données qui sont derrière, et le site web commence à être réellement populé et mis en forme à partir des données qui sont dans la base de données. L'avènement des SaaS WYSIWYG, donc à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit oui, c'est très bien WordPress et compagnie Shopify, mais je suis toujours encaqué dans mon template, ma photo elle est toujours à gauche ou elle est toujours à droite, et je sais, si je veux la mettre au milieu ou faire des trucs un petit peu plus spécifiques, c'est quand même embêtant. Et donc, avec le développement des techniques web, etc., il y a des gens qui se sont dit, en fait, nous, ce qu'on voudrait avoir, c'est réellement un éditeur où je peux mettre la photo où je veux et elle ne bouge pas et déplacer toutes mes choses comme étant des petits blocs. Donc en fait au final, je vais commencer à créer réellement ma page avec un éditeur WYSIWYG. Donc what you see is what you get. Donc le rendu que j'ai à l'écran, c'est vraiment le rendu qui va être final sur ma page. Wix en fait, je ne le savais pas avant de l'avoir mis dessus, mais en fait est assez vieux, 2006, même si en fait au final ça fait que 2-3 ans, je crois qu'ils nous cassent les oreilles partout sur YouTube avec leurs pubs. Et nous, donc, on a Webflow qui est assez tendance pour le moment et qui est grosso modo le successeur, je pense, de WordPress, qui est beaucoup moins user-friendly. Donc Webflow est plus un WordPress 2.0. Voilà, donc là, vraiment commencer à se dire, ok, on veut avoir une full liberté sur ce qu'on construit et parvenir à le faire toujours sans écrire une ligne de code. Mais, donc on arrive, Wix, Webflow, etc., ça reste très bien pour faire des choses qui sont très standards, mais on a des gens qui veulent réellement avoir une application qui est une nouvelle application, qui n'a pas son équivalent dans un site d'e-commerce ou dans les fonctionnalités qu'on a, etc. Et donc ils veulent réellement faire leur application comme s'ils l'avaient codé eux-mêmes, qui n'ont pas cependant les connaissances pour pouvoir le faire, etc. Donc c'est compliqué avec Webflow, etc. de construire autre chose qu'un site web ou un site e-commerce, même s'il y a plein de fonctionnalités qu'on peut mettre derrière. Mais on a l'apparition maintenant, et c'est assez récent, de plateformes qui vont généraliser les concepts qu'on traite. Donc les concepts, vraiment l'écran, on a vu que déjà avec Wix on pouvait mettre un peu partout, mais généraliser les objets qu'on peut mettre dans la base de données et généraliser en fait le transfert des données de l'écran vers la base de données dans un sens comme dans l'autre. Ces logiciels-là vont permettre de pouvoir le faire. Alors Bubble, ça c'est notre petit chouchou, nous au Startup Studio, on l'aime vraiment beaucoup et il est super complet, on aime vraiment bien. Glide vaut la peine, clairement. Donc Glide et Adalo sont plutôt des logiciels qui sont faits pour
créer des applications mobiles pour le coup, hein, c'est vraiment orienté là-dessus. Glide permet d'ailleurs à l'origine de se connecter directement avec une Google Sheet qui va être en fait en quelque sorte la base de données liée à l'application. Et puis Airtable qui est un peu à part et qui lui peut servir à connecter. Il y a beaucoup de gens qui connectent en fait et qui utilisent Airtable comme étant leur base de données derrière parce qu'ils peuvent faire alors un vrai back-end directement avec Airtable. Voilà, donc ça c'est un peu 4 outils que nous on utilise régulièrement. Beaucoup Bubble parce qu'ils s'améliorent tout doucement, ils étaient plus orientés sur la création réellement d'applications web. Mais maintenant, ils commencent à faire des efforts pour qu'on puisse faire des web apps et des web apps même natives, donc générer une web app, ils s'améliorent et ils parviennent à faire des applications qui soient natives et donc vraiment une application qu'on puisse mettre sur le store, sur le Play Store ou sur l'Apple Store directement pour le télécharger sur son téléphone. Exemple avec Bubble, donc on va retrouver dans Bubble l'équivalent des 3 composants dont Bcode a parlé tout à l'heure. Premièrement, le front-end, hein, donc la partie réellement graphique, où je vais avoir une interface ici graphique qui va me permettre de placer mes différents composants et de faire une visualisation de ce que ça va donner quand le site sera en live. Donc ici, ça c'est la partie preview de ce que j'ai en fait ici composé avec mon éditeur. J'ai mis les différentes choses, je peux les agrandir, les retirer, etc. Donc ça c'est vraiment la partie front-end. Ici, on est dans la partie data, donc c'est vraiment la partie qui va me permettre de créer et de gérer ma base de données. Ici, on voit que je gère différents objets dans ma base de données, des compagnies, des factures, des projets, etc., etc. Tout ceci, c'est moi qui suis venu les créer en disant, voilà, on gère des objets de type société, hein, compagnies. Je veux pouvoir stocker l'adresse, le commentaire, etc. Et tout ça est fait avec une application qui va générer les objets qu'on va traiter et va générer la base de données qui est derrière. Et puis, on a besoin de faire le lien entre les deux, de dire quand je clique sur le bouton à cet endroit-là, ça vient s'enregistrer à tel endroit dans la base de données et je vais rechercher telle info pour la remettre à tel endroit. Et ça, c'est fait dans la partie workflow ici, qui est donc ce qui correspondait au serveur dont tu as parlé tout à l'heure, et qui reprend la logique business, et qui va dire, voilà, quand je clique sur mon bouton, je vais faire des changements dans la base de données, je recalcule quelque chose, et je remets les champs à vide à l'écran, etc., etc. Et tout ça de manière graphique, assez simple, pour que moi-même, je puisse cliquer sur plusieurs boutons, et pouvoir dire, ok, c'est les actions que je veux qui s'enchaînent là-dedans. Même chose avec Adalo. Globalement, c'est la même chose. Je vais d'ailleurs aller passer très vite dessus. Il y a juste que les écrans sont beaucoup plus simples et orientés vraiment sur les applications mobiles. La user interface, ça c'est pour tout ce qui est gestion des données et de la base de données ici derrière. Et il traite avec les mêmes choses. Donc, les actions, je crée une tâche qui fait ceci, 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 et je décline alors dedans ce que va faire mon application. Du coup, qu'est-ce que permettent ces applications et en quoi est-ce que ça va modifier le process qu'on a et dont vous avez parlé tout à l'heure? Globalement, moi qui viens du milieu du code, ça m'a permis de faire pas mal de choses. Et ça a simplifié très fort le process. Si je dois caricaturer à peu près le process tel que je l'implémente maintenant, je dis à mes porteurs de projet, venez avec votre feuille de papier sur laquelle vous avez griffonné votre application et on la met au clair. Donc c'est-à-dire, vous allez me montrer les papiers et moi je vais commencer à la construire dans Bubble, là, pour le coup, en disant, voilà, on va mettre tel champ là, on va pouvoir sélectionner dans la base de données et commencer à discuter autour de tout ça. Ça, je peux me permettre, grâce aux outils tellement c'est facile, tellement c'est rapide, de le faire en direct avec eux. Donc on fait réellement des après-midi de no codage où on est côte à côte, j'ouvre le Bubble et on y va. Et donc ça ressemble à quelque chose de ce style-là. Normalement ça va fonctionner. J'ai cliqué là où je ne devais pas.
où globalement, si la vidéo veut bien se lancer, ça ne marche pas. Ça a fonctionné tout à l'heure, donc ça doit fonctionner maintenant. Voilà. Où globalement, on va avoir mon porteur de projet qui va me dire oui, ici quand on a ajouté quelqu'un, j'ai pas de message de confirmation que ça s'est bien mis. Eh ben, je vais aller rajouter une pop-up qui dit voilà, le contact a été ajouté. Je lui choisis un style approprié, voilà, en vert pour que ça se mette bien. Hop là. Et puis je vais dedans aller dire, ben voilà, quand j'ai créé mon contact, après je vais aller montrer cette pop-up pour dire que le contact s'est bien passé. Je reviens dedans et je fais une preview de mon application. Donc il va loader avec les données qui sont dans la base de données. Vous allez voir apparaître ici dans la drop-down. Ah ben on l'a pas vu. Il y avait 3 choix dedans. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça n'est pas bien passé, probablement à la capture de l'écran. Il y a les 3 choix qui étaient dans la base de données. J'ai choisi Xavier Gérard, je l'ai ajouté et j'ai eu la pop-up qui s'est mise dessus. Donc je peux vérifier en direct avec mon client, avec le prospect, avec le porteur de projet, que ça fonctionne comme il est. Ça, c'est déjà un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ça permet de discuter de choses qui n'apparaissent pas sur un prototype. L'exemple qu'on avait ici avec Julie, qui était la porteuse de projet, elle me dit, oui, mais en fait, là-dedans, j'ai toute ma base de données. Et qu'est-ce qui se passe si dedans, en fait, j'ai des enfants qui sont dedans, que je ne devrais pas pouvoir inviter à l'événement, etc. Et donc, voilà, ça permet de fixer un peu les choses et de discuter, de dire voilà, et qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, il y a des gens que je n'ai pas dans ma base de données parce que je n'ai pas leurs coordonnées ou que je ne peux pas les avoir, etc. Est-ce qu'on peut les avoir? Donc ça permet vraiment d'avoir un dialogue qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus constructif, directement avec les porteurs de projet. Donc je pense que ça simplifie beaucoup de choses. On va revenir. Si vous voulez bien passer au suivant. Après, vous l'avez vu tout à l'heure, quand je le fais, en règle générale, c'est pas très beau. Hein, globalement, on est plus axé sur les fonctionnalités, etc. Donc, j'ai quand même besoin derrière de m'associer avec des web designers ou des UX designers, etc. Ici, c'est une des applications après que le UX designer avec lequel on bosse soit repassé dessus, etc. Qui a fait en sorte que ce soit un peu plus vivant, un peu plus beau, quoi. Voilà. On arrive à la question des pourquoi. Je vous ai déjà un peu spoilé, je pense. Le gros avantage, je pense, du no-code, c'est qu'on va pouvoir se focaliser sur le besoin, sur le business, plutôt que sur la solution. Nous, au Startup Studio, on voit arriver des tas et des tas de gens qui nous disent mon projet, c'est une application où j'ai besoin de développer une application mobile, etc. Alors que, en règle générale, ils ont été sondés très très peu de gens pour voir si le concept qu'ils avaient les intéressait et ils ont fait très peu de démarches pour voir s'il y avait un réel intérêt derrière. J'ai souvent tendance à dire d'ailleurs que mon premier rôle à moi, c'est de leur expliquer qu'ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont d'abord besoin d'essayer de voir sur Facebook, dans la vie, d'aller partager leurs concepts, etc. pour pouvoir le faire. Pour ceux qui veulent quand même le faire, on n'a pas besoin de construire des applications pendant longtemps, etc. pour pouvoir le faire. On a des outils qui permettent de le faire super rapidement et de faire des petits tests rapides pour voir si ça prend chez les gens. On doit passer plus de temps à écouter qu'à parler très clairement avec ses clients et on doit passer plus de temps à comprendre qu'à construire. Donc c'est pour ça, ici, dans l'optique, c'est les outils qu'on a. On va les utiliser pour quand même avoir quelque chose, pour pouvoir focaliser la discussion et parler avec les gens pour qu'ils aient quand même une base matérielle pour pouvoir se projeter dedans. Mais on va essayer de passer plus de temps réellement à comprendre les gens et à aller parler avec eux que de construire l'application en tant que telle. Ça, c'est une petite citation que j'aime beaucoup de Reid Hoffman, qui est le cofondateur de LinkedIn, qui dit « Si vous n'avez pas honte de la première version de votre produit, vous l'avez lancé trop tard ». Que moi, j'interprète en disant c'est que vous avez passé trop de temps à construire les choses plutôt qu'à parler avec les gens.
Deuxième chose, c'est de pouvoir augmenter les itérations. Donc dans le process, je pense, de codage traditionnel, ça prend du temps de revenir via le project manager qui va transmettre au développeur, qui va mettre sur sa pile de développement, etc. etc. Ici, je pense qu'on raccourcit toutes ces choses-là et qu'on a des gens, on est capable de passer en direct avec les gens qui ont no-codé l'application et qui vont faire les modifications dès lors directement. Et donc, on gagne un temps vraiment considérable. On n'a pas le temps d'attendre qu'un développeur change de prototype la plupart des fois. Et donc, ce que je commence même à faire maintenant et avec les porteurs de projets avec qui ça marche, donc ces vraies séances de no-codage où on est côte à côte, en fait, je leur montre comment marche l'application pour qu'ils sortent non seulement de la séance avec déjà un prototype qui fonctionne sur les premières pages qu'on a faites, mais en plus avec avoir vu comment ça fonctionnait et pouvoir commencer à le refaire chez eux. On se revoit évidemment plusieurs fois par après pour que je continue à leur montrer comment ça marche, etc. et répondre aux questions, parce qu'il faut quand même un peu s'approprier les outils. Mais le jour où le gars est chez un client et qu'il y a un truc qui ne marche pas, il pourra éventuellement, en dernier coup, plonger dans l'application et plutôt que d'attendre que je décroche le téléphone. Diminuer le coût des changements, ça, et peut-être qu'ils me confirmeront tout à l'heure, clairement, les changements dans une application, c'est ce qui coûte le plus cher dans le code traditionnel, quoi. Faire un changement dans la base de données, revoir son modèle de données, etc. Il faut revoir toutes les couches qui sont au-dessus. C'est vraiment quelque chose qui est casse-tête. Donc, tous les changements, c'est clairement, c'est éventuellement une remise en question complète du code. Ici, ça permet du coup d'éprouver ce prototype à moindre coût. On va vraiment aller essayer de répondre aux questions et essayer de faire sortir en quelque sorte tous les problèmes qui pourraient être possibles. Je vous ai parlé tout à l'heure avec Julie, ces problèmes des gens dont on n'avait pas les contacts, etc. C'était une modification dans la structure de données qu'on a dû apporter. Elle a été faite au stade du prototypage et de ce prototypage qui était un peu vivant, quoi. Voilà, l'objectif, diminuer les coûts financiers et en temps des changements. Et enfin, et probablement un des plus importants à mes yeux, c'est clairement qu'on sort dès lors les porteurs de projets qu'on a chez nous. Donc je vous rappelle que nous, c'est des startups, c'est des gens qui sont vraiment à la base de leurs produits. On éclate en quelque sorte un petit peu la boîte noire dans laquelle ils seraient éventuellement enfermés. Et donc on leur permet de maîtriser mieux la chose et de se dire ok, j'ai quand même une main mise sur mon produit. Voilà, commencer à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Je ne sais plus si j'en ai un dernier. Je m'arrêtais là pour les avantages. On va parler un petit peu maintenant des limitations justement de ça et qu'on va mettre en perspective avec ce qui se passe côté code. Est-ce que c'est moi qui commence ou c'est toi? Je pense que c'est toi. Ah voilà. Problème numéro 1, c'est que je me lie à une autre entreprise. Très clairement, c'est le problème pour moi tous les jours. J'en suis très conscient, heureusement j'ai l'impression. Mais je fais quelque chose sur Bubble. Le jour où Bubble part en faillite ou que ses serveurs sont morts, heureusement c'est des serveurs Amazon, donc ça va, j'ai un peu de temps, donc ça crache, je pense. Je suis dans la difficulté, quoi. Il se passe quelque chose. Donc, qu'est-ce qui se passe le jour où ça tombe en faillite, qu'il abandonne son produit, qu'il ne veut plus le mettre à jour, ça peut arriver. J'ai un truc qui marche très bien, les nouveautés arrivent pour que ça se mette au goût du jour, et puis à un moment donné, on n'a plus de fonds et ça ne veut plus commencer. Voilà, je suis un peu dépendant de cette boîte. Et voilà, donc je dois très certainement au minimum en être conscient. Yes. Oui, s'il te plaît. Du coup, ça c'est un peu peut-être l'avantage de développer en full code, c'est que justement on est propriétaire du code source et que donc on n'a pas cette dépendance-là vis-à-vis d'une certaine plateforme ou d'une autre compagnie et que les problèmes que Xavier vient d'évoquer, on ne pourra pas les avoir vu qu'on n'est pas dépendant de cette plateforme-là et qu'on n'a même pas de raison en fait de changer de plateforme si on est les propriétaires du code source. Et donc, ça permet d'avoir donc, un accès plutôt rapide sur notre code et donc de pouvoir savoir
comment est-ce que c'est possible de l'exploiter, cette accessibilité qu'on a avec. Voilà. Deuxième limitation, où sont mes données? J'ai parlé des serveurs qui pouvaient être down, mais en fait, au final, j'ai aussi mes données sont dans le cloud. Côté Bubble, je sais qu'elles sont chez Amazon et je sais qu'elles sont situées quelque part en Europe. C'est pas franchement certain à chaque fois de où est-ce qu'elles sont. Ça peut être réellement un problème. J'ai un problème, par exemple, où j'ai fait un prototype utilisable et qu'on voulait utiliser avec les premiers clients. Pour une boîte qui voulait lancer une plateforme pour réunir des entreprises au niveau local. Le projet s'appelait Localisons et on allait devoir éventuellement expliquer que les serveurs se trouvaient en Norvège, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué, on ne sait pas trop où ça se passe, comment ça se passe. Il y a des gens effectivement qui viennent nous demander est-ce que vous avez des certifications dessus, quels sont les niveaux d'accès, etc. On est de nouveau au niveau de la boîte noire là derrière. Et voilà, au mieux je peux dire les données sont chez Amazon quelque part et je ne sais pas sur quel serveur, je ne sais pas dans quelle base de données. Donc là encore, par rapport au serveur, on a une liberté de choix en tant que développeur ou que si on est en train de développer en full code, le choix donc c'est au développeur de choisir où est-ce qu'il va mettre ces données-là, dans quel serveur est-ce qu'il va les mettre. Et donc il sait localiser géographiquement où se trouvent ces serveurs-là parce que c'est lui qui les a choisis, donc il a un accès direct plus ou moins avec ces serveurs-là. Mais il y a aussi une histoire de coût dans le sens où si par exemple nous, notre application, pour le moment, le client nous dit que j'estime que mes utilisateurs dans un premier temps ne vont pas dépasser les 1000 utilisateurs, bien, il n'y a pas besoin de partir prendre un forfait qui est beaucoup plus coûteux, qui va nécessiter par exemple 10 000 utilisateurs. Donc là, on a le choix de réduire nos coûts par rapport dans le choix du serveur. Et évidemment, s'il y a une panne avec un des serveurs, là encore, on est en communication directe avec ces serveurs. C'est-à-dire que si notre application, si un des serveurs crash, on le sait directement en tant que développeur et on sait à partir de là comment réagir. Est-ce qu'on peut contacter par exemple l'endroit où se trouvent ces serveurs-là pour comprendre un peu plus et à partir de là, voir comment est-ce qu'on peut gérer ce problème-là. Alors, parfois côté no-code, on est bloqué. Et quand je dis bloqué, c'est bloqué. C'est-à-dire, je cherche un peu partout dans mon interface où se trouve la fonctionnalité que je veux. Je ne l'ai pas. Je vais sur d'éternels forums de discussion, etc. pour essayer de trouver des gens qui sont tous avec la même question. Et voilà. Et en fait, pour finalement apprendre que quelque part, Bubble, Adalo n'a pas la fonctionnalité qu'il y a, qu'ils l'ont demandé depuis 2 ans, que c'est pas développé, que c'est pas fonctionnel, etc. Donc voilà. Et donc j'ai quelque part dans mon outil de notes une liste dont je vous ai mis quelques points ici. Des choses que à un moment donné j'ai essayé de faire avec Bubble et que je ne suis pas parvenu à faire, quoi. Travailler avec l'équivalent des variables de session. Maintenant je sais un peu mieux, j'ai un workaround qui est plus ou moins propre et qui parvient à le faire. Donc celui-là je pourrais plus ou moins le barrer, mais il y a un moment donné où ça a été un vrai problème, quoi, pour moi. Faire du traitement de masse, donc avoir l'équivalent d'un cron ou quelque chose du style dans Bubble, c'est plus compliqué. Très certainement dans Adalo et dans Glide, c'est quelque chose, ils sont encore fort orientés sur du transactionnel, donc c'est je clique dans un écran, ça part dans la base de données, ça me revient éventuellement. Avoir des traitements de masse qui passeraient la nuit, etc., c'est des choses qui sont vraiment plus compliquées à faire, quoi. Effectuer même des simples calculs d'expression, ça peut parfois être compliqué parce qu'on a une interface qui ne nous permet pas de coder une expression mathématique aussi bien qu'on voudrait avec la parenthèse au bon endroit et l'exposant au-dessus en dessous. Donc voilà, c'est vraiment des choses. Donc j'ai vraiment des choses pour lesquelles je dois parfois tourner longtemps pour trouver un workaround et voir parfois j'ai pas la solution et je dois faire autrement, quoi. Et là, à nouveau, je dépends du bon vouloir d'une boîte extérieure qui éventuellement va développer cette fonctionnalité un peu plus tard.
du coup, avec, avec le code, si on développe en full code, là on est plus donc maître un peu de notre code et donc là on peut s'adapter plutôt que d'être sous l'emprise un peu de cette plateforme-là ou de dépendre de cette plateforme-là. Eh bien on peut partir des besoins spécifiques justement du client par rapport à ce que lui veut vraiment faire et donc là on peut aller encore plus loin dans ses fonctionnalités, que ce soit par rapport à la fonctionnalité du site, par rapport au design ou par les exemples que Xavier vient d'évoquer. Et donc ça va nous permettre vraiment d'avoir cette possibilité d'aller super plus loin que ce que la plateforme dans laquelle la plateforme nous limite. Et donc, il n'y a pas de risque aussi d'être limité par une plateforme si le scope du projet change, c'est-à-dire le scope, si par exemple un client arrive avec une certaine idée et qu'au début il nous dit qu'il faut une dizaine de boutons, je prends un exemple très basique, mais que par la suite, eh bien, ce scope change, eh bien, nous on est en mesure quand même de rester à jour avec lui et de changer aussi ce scope-là sans devoir tout rechanger dès le début. Ah oui, je pense que c'est un des derniers, voire le dernier. Quid de la scalabilité dans l'application, en tout cas dans les applications que je connais, il y a très peu d'indicateurs sur le niveau de performance de ce qu'on est occupé à faire, du niveau de charge qu'on a sur le serveur et de là où on en est avant que ça commence à aller mal, quoi. Donc globalement, ça fonctionne un peu au petit bonheur de la chance, j'ai envie de dire. Pour le moment, j'ai pas eu de rencontres malheureuses où je me suis dit en fait l'application est complètement saturée, ça bouge plus, etc. Mais je n'en sais rien. Combien est-ce qu'il faudra d'utilisateurs dans ma plateforme avant que l'application ne ralentisse ou ne crache? La plupart du temps, j'en sais rien. La seule réponse que je pourrais dire, c'est j'ai déjà fait des projets qui ressemblaient un peu à ça, de taille et d'ampleur à peu près pareil, et ça a été. Voilà. Mais je n'en sais pas vraiment plus, j'ai pas d'indicateur qui me dirait exactement voilà la charge du serveur est à 80% et ma base de données est remplie à 50%. Donc voilà, on a aussi ce problème de scalabilité aussi en code comme en no code, sauf qu'avec le code, eh bien, c'est possible aussi d'accompagner l'évolution de l'application, l'évolution du flux d'utilisateurs. On a une plus grande facilité donc de faire cet accompagnement avec le code et donc d'adapter encore une fois, que ce soit par rapport au code lui-même ou par rapport au serveur. Donc là, on revient à ce qu'on avait évoqué tout à l'heure par rapport au choix du serveur, c'est que ça ne sert à rien de partir sur un serveur qui nécessite beaucoup d'utilisateurs. Et bien là, on peut le faire au fur et à mesure que l'application elle nécessite de plus en plus d'utilisateurs. Et il y a aussi donc l'idée de ne pas dépendre d'une plateforme tierce, car ça va permettre une plus grande flexibilité dans la manipulation de l'application. Et donc un dernier point par rapport au full code, il y a évidemment la question de la sécurité. C'est qu'il y a certaines entités certaines entités comme les banques ou les assurances ou les hôpitaux qui, elles, détiennent des informations, qui détiennent des données qui sont sensibles. Et donc ça, on est en plein dedans ces dernières années avec toutes ces questions de failles de sécurité et le breach of data. C'est que du coup avec le full code on est sûr on n'est jamais sûr à 100%, mais on a une plus grande marge de manœuvre dessus, on a une plus grande visibilité dessus. Et il y a aussi ce qu'on parle, donc on parle de droit de regard. Quand on est lié à une plateforme, eh bien on ne sait pas vraiment, en fait on est soumis aux règles que la plateforme elle-même suit et que ce qui n'est pas le cas avec le code. Donc voilà, le code c'est pour ça qu'on dit que le code est assez utile pour développer dans des environnements qui sont hautement sécurisés. Conclusion rapide.
que je vais faire, mais où en fait au final je pense que ce soit Bicode ou moi, on est d'accord sur la conclusion. Les outils no-code, je pense, sont vraiment des outils qui sont excellents. Ça permet de développer rapidement, d'avoir un coût financier qui soit très bas et qui permet de faire des versions minimalistes de prototypes. Clairement, on peut maintenant vraiment avoir un prototype qui soit utilisable par des utilisateurs finaux ou des prospects finaux. Et je pense qu'il faut le réserver afin de tester son business. Clairement, ça permet de pivoter facilement et d'aller rapidement vers l'un ou l'autre solution. Et donc, c'est très pertinent dans ce cadre-là. Ça doit être mis en balance avec ce qu'on appelle la dette technologique, qui va imposer. Donc, la dette technologique, grosso modo, c'est toutes les actions qu'on va devoir prendre à un moment donné pour récupérer la pleine mainmise sur son application et être sûr qu'on ne va pas dépendre de quelqu'un d'autre. Et voilà. Et puis les restrictions qu'on s'impose soi-même en utilisant cela, l'absence de telle ou telle fonctionnalité qui pourrait être intéressante. Voilà. Donc nous, on l'utilise très clairement pour avoir une première version qu'on va essayer d'utiliser pour tester l'attraction du marché, essayer d'aller choper réellement les premiers clients, typiquement une centaine, 200, 500 premiers clients qu'on peut avoir dessus, et un premier pas vers la première version du produit. C'est vrai que ce que je n'ai pas mis dans la présentation ici et qui peut être utile pour vous codeurs, vu que la plupart sont des codeurs, c'est que très clairement ça aide clairement à avoir un dialogue avec celui qui est le client final et qui aura du coup la prochaine application. Ça permet d'avoir les bases déjà, on a tout le modèle de données, une fois qu'il faudra le refaire en code pour se réapproprier la main dessus, on a déjà tout qui est fait bien comme il faut. Et donc voilà, on a un outil qui nous permet d'avoir un premier pas et d'assurer la continuité. Voilà. Et donc voilà, je sais pas. Ah ben Bernard est là-bas, mais Bernard, on en a fini avec la présentation. Je pense que tu avais dans l'idée qu'on puisse passer à poser à quelques questions. La question que moi j'ai envie de poser pour ouvrir un peu le débat, c'est maintenant vous m'avez dit qu'il n'y avait personne qui avait fait de no-code. Est-ce qu'il y en a qui ont reconnu qu'ils avaient fait du no-code? Non. Ah, toujours toi? Personne? Non? Toujours toi là-bas? Qui à la main levée avait fait déjà du no-code? Ok. Et qui maintenant n'avait pas fait de no-code mais pense que ce sera pertinent pour son boulot? Ah. Ok. Bon, voilà. Donc je ne sais pas si vous avez déjà des questions par rapport à ce qu'on a expliqué ou. Du coup, je suis curieux pour le cas de Bled. Ouais. Première version en full code. Ouais. Pourquoi? Juste, tu peux répéter les questions, comme ça on les a. Oui, ok, d'accord. Oui. Donc pour le cas de Bled, donc c'est le projet de notre ami Gaylor qui est là, et effectivement, lui est venu nous voir au studio pour qu'on lui code son application, et on a fait du code avec lui. Donc il y a deux raisons pour ça. Très clairement, c'est que Gaylor est un porteur de projet qui fait les choses dans l'ordre. Donc c'est-à-dire que toute la partie dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on commence à d'abord tester l'attraction, etc., et voir si je vais parler aux gens, etc. Gaylor l'avait déjà fait loin devant. Et il continue d'ailleurs toujours à le faire maintenant, alors qu'on est seulement à la mise sur le marché, si tu veux. Deuxièmement, c'est qu'il avait déjà fait toute la partie de réflexion sur le design, etc., et sur l'application, comment elle devait se comporter. Et il y avait déjà une première version codée de l'application. Donc Gaylor, en quelque sorte, est venu chez nous en nous disant est-ce que vous pouvez reprendre le flambeau et continuer le codage qui a été fait derrière. Donc là, on doit en quelque sorte aussi s'adapter aux clients. Mais j'ai beaucoup moins d'appréhension à ce niveau-là quand je vois un projet qui vient comme ça avec un porteur de projet qui a fait tout bien ce qu'il fallait devant
je me dis ok, on peut se permettre de faire du code. J'ai pour le moment une autre application où le gars est à peu près venu avec la même chose. Il avait déjà son design, etc., qu'on a intégré directement dans Bubble, etc. Mais par contre, je voulais jamais faire de code avec lui. J'ai fait des pieds et des mains pour lui présenter. J'ai refait la présentation aujourd'hui, je vais refaire en long, en large, avec tous les avantages, etc. Parce que je savais qu'il ne connaissait pas les clients qui allaient utiliser les trucs, les fonctionnalités, et qu'il avait besoin encore de découvrir tout ça. Donc lui voulait absolument avoir une application pour pouvoir le faire. Donc j'ai dit, on va faire en no-code, il faut que tu l'aies en main pour te rendre compte, parce que sinon, en plus son application, on parle toujours, les gens viennent pour avoir un MVP, hein, mais ce qu'ils appellent un MVP, c'est ça, hein, en règle générale. Moi, un MVP, c'est comme ça que je l'appelle, donc lui, il voulait ça, il voulait l'avoir codé, c'était une application à 100 000 euros dès le départ, alors que voilà, on l'a fait en quelques jours en no-code. Je ne sais pas si tu voulais... Oui, je pense aussi qu'il y avait une scalabilité aussi qui est attendue. On connaît déjà tellement de fonctionnalités que le no-code ne va pas pouvoir mettre en place qu'on a choisi d'avoir un bon partenaire comme ça. Et moi je viens aussi de la tech et j'ai déjà vu aussi le framework avec une team tech. Je connais la puissance du code une fois que c'est bien géré et tout bien millimétré. Tu peux être rapide en faisant du bon code si tu as des bonnes analyses en amont. Ouais. Quelqu'un d'autre? Remarque, question? Donc moi j'ai très clairement, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, donc j'ai des projets code réellement où on fait du code, etc. et où malgré tout en fait j'utilise le no-code. Ça m'est arrivé plusieurs fois où en fait au final j'avais devant moi, on discute des fonctionnalités, etc. On fait un cahier des charges avec le gars, etc. Et il y a une fonctionnalité qui est un peu plus compliquée, etc. à comprendre. Et bien en fait j'ouvre mon Bubble et je reproduis l'écran en disant ok, maintenant on va causer, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur ce bouton-là? Parce que je dois aller chercher dans la base de données de droite, la base de données de gauche, quel filtre je dois faire, etc. Et dans ce cas-là, le Bubble permet de cristalliser un peu la discussion et d'avoir un vrai exemple devant les yeux en se disant ok, oui, et pour que, pas pour moi spécifiquement, mais plus pour le client qui est derrière et qui va se dire ok, oui, je dois réellement réfléchir à ce qui se passe quand il arrive là. Et après, c'est très simple, je prends ça, je file ça à mon codeur, je dis tu me fais le même en React et puis on n'en parle plus. Deuxième chose maintenant, c'est qu'effectivement nous on essaye d'harmoniser au maximum la manière dont on travaille. Donc quand on va avoir une application, on va essayer d'avoir une jolie API qui va avec, etc., avec la documentation qui va bien dans Postman, etc., et où on documente la manière de pouvoir attaquer les choses. Et il y a de plus en plus où je me dis, on devrait en fait proposer carrément le service qui va avec, qui est de déjà avoir une première configuration de cette chose-là dans un Zapier ou dans un Integromat pour dire aux gens, voilà, le jour où il y a des gens qui veulent se connecter avec votre application, utilisez Integromat ou utilisez, donc déjà leur mettre là-dedans. Donc j'ai l'impression que pour les codeurs, le no-code permet aussi de se dire, ok, il y a des outils qui sont à l'extérieur et qui permettent d'interagir avec le monde extérieur, faire communiquer des API entre elles, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et se dire ok, je suis codeur mais je dois pouvoir aussi utiliser des outils no code à côté pour faire vivre mon application. Quelqu'un d'autre? Vous voulez rajouter quelque chose? Et du coup au niveau de Bicode alors, parce que moi je vois de plus en plus de job boards spécifiques pour le code et le no code. Donc où il y a la recherche pour les freelanceurs qui font du Bubble et des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a la demande aussi au niveau des trajets que vous proposez en formation en disant ok, on va faire du web dev, on va faire une formation spécifique low code où on va apprendre les gens à faire du Bubble. Pas une formation spécifique, mais je pense qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est envisagé en tout cas. Ouais. Pas un parcours complet, une formation complète sur le low code, mais proposer à des gens dans la formation à qui ça pourrait intéresser, ouais, je pense que
En tout cas, c'est dans les postes. C'est pas encore. C'est une demande qui est top-down ou bottom-up? C'est les gens qui viennent et qui en parlent, ou c'est plutôt les boîtes qui embauchent qui disent ouais mais nous on a besoin de quelqu'un avec des connaissances de... Ça, je pense qu'on a eu des demandes, ouais, on a eu des gens qui nous ont dit est-ce que vous faites ça quoi, ouais. Pas encore beaucoup, mais il y en a, ouais. Encore Eh. quelque chose à dire. Trop tard. Voilà.